Bonsoir les Itata. Avant toute chose, je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite surtout une bonne santé, de la réussite et puis du bien-être pour vous et tous ceux qui vous sont proches. Dans cette émission, nous allons vous en dire davantage sur Zitata TV, cette chaîne qui vous accompagne maintenant depuis mai 2021 sur la TNT et puis plus récemment sur les bouquets de programmes Canal+, SFR et Orange. En effet, j'ai le plaisir de recevoir celui grâce à qui je suis face à vous aujourd'hui, celui qui a eu un jour de 2019 cette idée un peu folle de créer une station de télévision et de déposer un dossier de candidature devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour exploiter un canal de diffusion télévisée. Bonsoir Max Monrose. Bonsoir Jean-Marc et merci de m'accueillir dans ton émission et me donner par là même l'occasion de m'adresser à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Alors, tu es à la fois celui qui a créé cette chaîne et qui la dirige aujourd'hui, Zitata TV. Alors bon, effectivement, tu es plus à l'aise de l'autre côté de la caméra, mais voilà, on a des choses à dire à nos téléspectateurs. Il était important que nos Zitata en sachent davantage sur la chaîne et puis ce que nous espérons leur offrir en 2023. Qu'est-ce qui, à un moment donné, quelle mouche t'a piqué de vouloir créer une chaîne de télé ? Alors c'est vrai que je fais de la production depuis un peu plus d'une quarantaine d'années, donc je travaille avec les chaînes de télévision. J'ai longuement collaboré avec RFO, FR3 à l'époque et la première un petit peu. L'idée m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, mais l'idée est repartie aussi vite qu'elle était arrivée parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Et puis, chemin faisant, et voilà, donc il y a eu une conjonction de choses qui ont fait que j'ai pensé que la chose pouvait être possible. Et ça s'est passé en 2019. Donc, j'avais déjà l'intention de lancer une chaîne, mais bon, une chaîne très simple, donc sur les box. Et puis, il se trouve que le CSA venait de lancer un appel à candidature pour le renouvellement de la fréquence de Zouk TV. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être le moment. Zouk TV, a priori, à ce moment-là, n'allait pas trop bien. ATV allait très mal, il était sur le point de fermer. France Antilles avait déjà fermé. En fait, je sentais que c'était le moment de proposer une alternative. Voilà, et je me suis lancé. Très bien, on va y revenir dans la troisième partie de l'émission, mais auparavant, on ne va pas déroger à la règle de ces affaires-nous. On va retracer ton itinéraire personnel et familial et puis également ton parcours professionnel. Et on commence par Kimounouye. Alors là aussi, Max, comme le veut la tradition, dis-nous en quelques mots quel homme est Max Monrose. Waouh. Ben écoute, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc les gens qui me connaissent savent très bien que voilà, je suis pas au devant de la scène. C'est très rare qu'on me voit justement dans des émissions de télé, alors que voilà, la télé, je connais, je pratique depuis très très longtemps, mais comme tu l'as dit au début, de l'autre côté de la caméra. Donc je suis assez mal à l'aise là dans l'exercice. Je le fais parce que c'est toi. Parce que c'est nous. Mais voilà, donc je suis quelqu'un de discret, mais d'assez productif en fait, ou prolifique, parce que j'ai pas arrêté depuis mon adolescence de créer des choses, de prendre des initiatives, de prendre des risques, et voilà. Donc, je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Alors, on va commencer avec une première photo. On va parler, bien entendu, du début, à l'époque où tu étais encore tout petit, Wow. avec une partie de la fratrie Monrose. Une petite partie, ouais. Eh bien, oui, je suis celui qui ne regarde le turbulent. C'est un Zitata, en fait. Il ne regarde même pas la caméra. Le tout petit, là, qui baisse la tête. Le tout petit qui baisse la tête, qui est un peu désobéissant. Voilà, donc c'est moi, à côté de mes trois grands frères, donc Jacques, André et Dominique. Ah, Dominique, c'est celui qui a les petites nattes, là. Ah, voilà, qu'on ne s'y trompe pas, en fait, Dominique, voilà, la personne avec les nattes, là, c'est pas une fille, c'est bien un garçon. Voilà, c'est mon frère aîné. Et là, on est où ? Là, on est à Sainte-Luce, devant la maison familiale, donc qui a un peu changé depuis, mais voilà, c'est là où j'ai grandi. Alors, d'autres souvenirs d'enfance sur la photo suivante, où là, on va apercevoir ta maman. Alors, vous êtes 5 ? Oui, là, on est 5 parce qu'il y a en plus ma sœur, donc Maria,
Et je suis toujours celui qui ne regarde pas l'objectif, hein, en fait. Le petit sur la droite, là, qui est en train de manger sa soupe, je suppose. Et puis, voilà, accompagné, je pense que les autres frères, soit ils sont trop petits, soit ils sont pas nés. Il y en a même un voilà, qui est dans le ventre de ta maman, on dirait. Hein. Tout à fait. Même ma mère était toujours enceinte. Chaque année, il y avait un bébé, il y avait un nouveau. Vous êtes combien au total? Alors, nous sommes 9. Et voilà, alors j'ai un de mes jeunes frères qui est décédé il y a quelques années, donc nous sommes, voilà. Depuis Et aujourd'hui. nous avons nous avons été 8 garçons et une seule fille. On va voir une autre photo. On va te retrouver là avec ta maman et deux de tes frères. Oui, alors je ne sais pas où je suis. Est-ce que c'est moi au milieu? Ah, c'est certainement moi au milieu parce que j'ai longtemps sucé le pouce. Là, même en l'occurrence, Et ça, c'est l'index. ouais. Ça, c'est l'index. C'est même. Ou peut-être même les deux, parce voilà. qu'à un moment, je suçais les deux. Mhm. Donc, jusqu'à très tard d'ailleurs. Donc, il y a de fortes chances que ce soit moi, mais je n'en suis pas sûr. Mhm. Et là, on est toujours à Sainte-Luce. On est toujours à Sainte-Luce, devant la petite maison familiale. Mhm. Comment était l'ambiance à la maison? Parce que 9 enfants, enfin bon, il y a un certain écart entre le premier et le dernier. Oui, entre le premier et le dernier, mais bon, pas entre chaque enfant, puisque Oui, bien sûr. c'est rare que ça dépasse 1 an et demi. Mm. Donc c'est pratiquement chaque année et l'ambiance à la maison. Alors, c'est plus l'ambiance dans l'ensemble de la famille, puisque à cette période-là, on ne vivait pas toujours dans les pattes de sa maman, on était dans les pattes de la famille et parfois même des voisins et amis et consorts. Parce que, voilà, il n'y avait pas trop de problèmes de sécurité, donc on était toujours dehors. D'où les têtes brûlées que tu vois là, les têtes blondes pratiquement, parce que bon, on était toujours au soleil et surtout toujours à la mer. Une enfance animée et heureuse. Animée, mais vraiment complètement heureuse, parce que bon, c'était une enfance de liberté, de connaissance, de découverte plutôt, et une enfance où j'ai appris à créer des choses. Parce que là, je ne sais pas quel âge j'avais là, sur cette photo, si c'est moi qui suis au milieu, mais je sais que pendant toute mon enfance, j'ai fabriqué mes jouets. Donc c'est pour ça que je dis une enfance où j'ai créé des choses, j'ai inventé des choses. J'ai même créé ma guitare. Je faisais mes cigarettes avec des bouts de bois. Enfin bref, je faisais plein de choses, des choses un peu amusantes. Je créais aussi mes armes, mes outils pour aller chasser, pour aller pêcher. Et quand je dis que j'étais enfant, je suis à peu près sûr de ça, dans la mesure où mon père étant décédé quand j'avais 9 ans et demi, et j'ai fait tout ça bien avant. Donc voilà, c'est ce qui me donne ces repères et j'ai toujours pas continué. Je n'ai pas arrêté, j'ai toujours été bricoleur et voilà, j'ai toujours eu un peu l'esprit inventif. On va voir d'ailleurs, tu parlais du décès de ton papa, on va voir deux photos qui datent à peu près de la période où ton père est décédé. Oui, alors ça c'est juste après la mort de mon père, effectivement. Je devais avoir 11 ans, donc j'étais au CM2, je crois. Et mon deuxième CM2, j'ai pas honte de le dire, parce que j'avais raté mon examen d'entrée en sixième, parce que ça existait à l'époque. Ah oui. Et pourquoi? Parce que bon, c'était juste après la mort de mon père, et je pense que ça n'a pas trop collé. Et en fait, c'est l'époque où ma mère avait décidé, nous habitions Sainte-Luce, ma mère a décidé de mettre ses 9 manicots sur son dos et de descendre en ville. Donc, parce que bon, en ville, il fallait qu'elle se débrouille parce que bon, ma mère a eu quelques métiers dans sa vie, notamment celui de couturière. Et donc, il fallait, à la mort de mon père, mais pendant de longues périodes, elle n'a pas travaillé. Donc, passer de pas de travail à s'occuper de 9 enfants sans papa, donc il fallait descendre en ville parce que c'est là que les choses se passaient. Et donc, là, on habitait les Terres-Saint-Ville. Donc, ça, c'est une photo qui a été faite par M. Adria. Donc, il y avait son studio juste à côté de l'école et juste à côté de chez nous. Et puis, la photo où on te voit bien saper, là Non, alors la photo, on me voit bien saper. C'est M. Adria, donc c'était pour ma confirmation, je crois, oui. Et puis juste à côté, c'est les photos classiques de l'école. Donc j'étais à l'école des Terres-Saint-Ville. Alors on va retrouver, tu as encore grandi, on va retrouver l'adolescent. Là,
Kassaman Zitata, là, les photos. Hein. Waouh. Là, je devais avoir 17 ans, j'étais au lycée Schellcher à l'époque. L'afro nappy. Exactement, mais c'était la mode, c'était tendance. Si on n'était pas comme ça, on n'était voilà, on n'était pas dans le coup, quoi. Donc voilà, c'est une période aussi très intense où, même si j'étais déjà un petit peu plus sérieux, bon, j'avais déjà pris les choses en main, je commençais déjà un certain nombre d'activités, dont la photographie. Oui. Et parallèlement à ma scolarité, je travaillais déjà, et même bien en amont, depuis le collège, je travaille. Ça, c'est aussi la mort de ton père qui t'avait un peu responsabilisé. Oui, en fait, bon, il y a un certain nombre d'opportunités qui se sont présentées à moi. Et quand je dis que j'étais au CM2, depuis le CM2, je commençais à vendre des stylos dans la rue, de faire des bricoles comme ça, histoire d'avoir un peu d'argent. Et quand j'étais au collège après, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de petits métiers, notamment je travaillais chez OION, je rangeais des boîtes de peinture, je faisais toute espèce de petits métiers parce que je me suis rendu compte que l'argent permettait de faire pas mal de choses. Donc du coup, dès que je sortais de l'école, dès que j'avais une opportunité, j'allais travailler. Et donc très actif en règle générale aussi, déjà à la fois pour travailler, mais aussi pour t'adonner à tes passions dans la photo. Oui, alors à cette époque-là, j'avais des passions alors on va pas dire des passions de voyous, mais j'avais ma mobilette et donc j'étais tout le temps en train de traîner et ça ne m'empêchait pas d'avoir des passions un petit peu plus sérieuses, plus calmes, entre guillemets, dont la photographie. Alors j'ai toujours été un peu passionné de sport mécanique, donc la moto, la voiture et tout ça, mais j'avais une passion qui était la photo, donc je faisais pas mal de prises de vue. Alors, ben, en parlant de photos, on va te retrouver sur une autre photo, là, avec ta maman. Là, je crois que tu es déjà installé chez toi. Là, je suis chez moi. C'était juste après mon. Tu as l'air très jeune mari. pourtant sur la photo. Je suis très jeune, mais je devais avoir 26 ans à peu près. Ah oui. C'était juste après mon mariage. C'était l'anniversaire de ma mère à la maison. Et les relations avec ta maman? Excellente. Aujourd'hui, avec le recul, je m'en veux de ne pas avoir suivi tous ses conseils. Comme la plupart des jeunes adultes, on se sent grand, on n'a pas besoin des conseils de sa mère. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me rends compte que pas mal de ses conseils ont été très, très utiles. Elle est décédée aujourd'hui? Elle est décédée il y a une dizaine d'années, oui. Et puis, il y a la descendance de Max Monrose aussi. On va voir tes trois enfants, tes trois enfants réunis. Alors, de gauche à droite, il y a Malia, Mehdi au milieu et Caris, la dernière. Donc Malia qui aujourd'hui doit avoir un peu plus de 30 ans, Mehdi 35 et Caris 25 ans. Mehdi qu'on va retrouver tout à l'heure aussi, Voilà. puisqu'il travaille avec toi, avec nous sur Zitata TV. Tout à fait. Donc tu as eu trois enfants, deux filles, un garçon. Tes relations avec tes enfants? Plutôt bien. Bon, c'est en dents de scie parce que bon, on était loin, parce que bon, là, les trois étaient à Paris à l'époque. Et bon, là, c'est l'époque où Mehdi travaillait à iTélé, je pense, hein, je crois, si c'est pas l'époque, ouais, si je ne me trompe. Et donc, et Malia, je sais qu'à un moment, elle faisait ses études à Bordeaux, donc peut-être qu'ils se sont rencontrés à Paris. Et donc, les relations étaient plutôt bonnes, mais bon, l'éloignement fait que, voilà, il y a parfois des petits reproches parce qu'on ne se voit pas suffisamment souvent. Oui. Et je suis le premier à l'avoir regretté, à le regretter toujours d'ailleurs. On va retrouver les deux filles cette fois-ci sur la photo suivante. Oui, c'est Malia et Caris, ça fait... Ouais. Alors, Caris, qui est la fille d'Audrey Pulvar. Tout à fait. Audrey Pulvar. Voilà. Ça se voit d'ailleurs, il y a une forte ressemblance entre Caris et sa maman. Il y a absolument. Et Malia qui ressemble qu'à sa mère, en fait, qui est la fille de Marlène. Voilà. Tu travailles aujourd'hui avec Mehdi. C'est important pour la confiance quand on se lance. Enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais quand on se lance dans un projet comme celui-là, c'est toi qui lui as demandé de venir parce que tu avais besoin d'avoir quelqu'un de confiance avec toi. Bon, Mehdi travaille à iTélé depuis un certain nombre d'années. Bon, et lui avait envie quand même de rentrer au pays, comme la plupart des jeunes Martiniquais qui travaillent là-bas. Et moi-même, l'idée de la télévision n'était pas encore là du tout. Donc, j'avais ma boîte de production à Prod. Et on était vraiment submergés de travail. Et donc, la venue de Mehdi était
presque indispensable. Effectivement, parce que c'est quand même bien de travailler avec la famille plutôt que... Voilà. Donc à ce moment-là, sa venue était absolument indispensable. Alors, on va retrouver là plusieurs photos de toi, Max. Là aussi, on va retrouver d'abord le Max Morose sans moustache. C'est une photo qui doit avoir une quinzaine d'années à peu près, peut-être même moins, ouais. Peut-être Ouais. même moins, ouais. Et puis sur la photo suivante, bon là c'est la classe, quoi. C'est l'homme qui bien sapé. On était à New York, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Elle n'est pas vieille non plus, cette photo, elle doit avoir 3 ans. Voilà, Ouais. voilà. Tu aimes bien, voilà, on sent que tu aimes bien t'habiller, voilà, être bien habillé, bien présenté. Ben, oui, d'une manière générale, mais bon, c'est très rare que je m'habille à manches longues. Les gens qui me connaissent savent très bien que voilà, je suis toujours assez décontracté. Hein. Tennis, basket, chemise retroussée, manches courtes, jean le plus souvent d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc c'est plus mon look, mais bon, oui, effectivement, j'aime bien de temps en temps avoir un look un peu classe, quoi. Et puis une dernière photo, très belle photo portrait qui a été faite par un de tes anciens collègues, Franck-Charles Riadel. Ah oui, c'est une photo qui a été faite par Franck. C'était juste avant le lancement de Zitata. Et Franck, qui a été effectivement mon collègue, parce que bon, pendant une bonne période, j'étais photographe essentiellement, et j'avais un studio à la rue Blénac. Et j'avais aussi, et surtout, un laboratoire photo de développement et de tirage photo. Et Franck est venu travailler avec moi pendant un certain nombre d'années. Et Franck est aujourd'hui un excellent photographe, si ce n'est le meilleur photographe de l'île. Oui, il y a 3 ou 4 mois, on a eu l'occasion de le recevoir aussi dans ces affaires nous et de voir ces très belles photos portraits notamment. Bon, on termine avec une photo moins sympa, on va dire moins gaie en tout cas. C'est ton chien. Oui, c'est Flax. Alors je dis moins sympa parce qu'il n'est plus là. C'est ça. Donc c'était une fille et donc elle n'est plus là. Elle n'est plus là et effectivement elle est partie il y a un peu moins d'1 an. Mais avec cet animal-là, c'était vraiment extraordinaire parce que une vraie complicité. Une vraie complicité. Bon, elle n'était pas toujours obéissante sur tout, mais l'accueil qu'elle me réservait à chaque fois, tous les soirs quand je rentrais, vraiment, j'attendais ça avec impatience. Et vraiment, c'était donc quand elle est partie, c'était vraiment un choc. Et tout autour de moi, pareil. Donc les gens qui la connaissaient, aujourd'hui, elle crée toujours un grand vide. Voilà. Alors, on n'a pas encore trop parlé de ton activité professionnelle. On va le faire maintenant dans la rubrique Matinique. Ce qu'on peut dire déjà, Max, c'est que l'image, c'est ton métier, je dirais, c'est ton activité principale quasiment depuis très très longtemps. D'abord la photo et puis maintenant ensuite la vidéo, la télé. Alors la photo est arrivée très tôt. Effectivement, la photo où je suis avec mes Ray-Ban, où j'ai 16 ans, 17 ans, j'étais déjà photographe en fait. Et je faisais des photos pour les amis, c'était déjà une activité professionnelle. D'ailleurs, j'avais des clients et quand j'étais en première, j'ai créé ma première entreprise. Donc, fallait que pour faire des factures, il fallait que je crée mon entreprise. Et j'avais déjà un nombre de clients assez important. Et donc ça, c'est le côté commercial. Mais la passion est arrivée très vite parce que bon, je faisais des photos, je faisais des expositions, j'ai gagné un certain nombre de prix. Et il y avait un concours de photos chaque année au lycée. J'étais au lycée Schellcher et régulièrement, je raflais aussi un prix, généralement le premier. et donc, ça m'a conforté dans cette idée d'en faire une profession stable. Et donc, d'où l'idée après de créer le studio Photomax, ça s'appelait, à Fort-de-France. Alors, avant de voir le bureau, ton bureau de photographe, on va voir un monsieur qui t'a beaucoup inspiré et beaucoup conseillé, en fait. Alors, en effet. Sur ce choix de l'image comme activité. Alors, en effet, ce monsieur, c'est monsieur Christian Loiseau. C'est un monsieur qui a énormément, et qui compte toujours énormément pour moi parce que je pense qu'il m'a vraiment ancré. Il a imprimé quelque chose de très fort
Bon, je faisais déjà de la prise de vue. Ben, il a continué à me former dans la prise de vue. Mais surtout, ce qui a été déterminant avec lui, c'est qu'il m'a fait découvrir la magie du laboratoire. Donc, il avait un petit laboratoire du côté de Didier. Et en fait, il m'a montré, il m'a dit, voilà, c'est bien de faire des photos, de faire des clichés et tout ça, mais c'est encore mieux de les développer. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique et que les photos, ça se développait, c'était une pellicule, il fallait aller en chambre noire, les développer, après passer ça sous un agrandisseur et faire des photos. Et c'est lui qui... Voilà, la première fois où j'ai vu une photo, quand je mets mon papier dans le révélateur et que la photo apparaît, c'était tout simplement magique et il y a quelque chose qui s'est déclenché là. Et c'est grâce à ce monsieur. Donc Christian Loiseau que je remercie aujourd'hui. Et puis on va retrouver donc ce premier bureau de ton entreprise, de ton agence, on va dire, de photographie. Et oui, donc bon, voilà, c'était un petit bout du studio et où je vendais des pellicules, enfin quelques accessoires photo. Et voilà, c'est une période assez intéressante dans ma vie parce que c'était le contact avec les clients. C'était voilà, c'était comprendre ce que le client voulait pour le magnifier au mieux quand il venait se faire photographier. Tu as fait de la photo pendant combien de temps? Même si tu en fais encore un peu aujourd'hui, mais Alors, professionnellement parlant. J'ai gardé le studio Photomax avec un F. Donc photo avec un F. Photo avec un F, une petite dizaine d'années. Mais l'activité photo était complétée par une activité de production naissante. Bon, si tu veux, on va développer par la suite. On peut développer déjà avec la photo suivante, puisque ce sont les débuts de la production audiovisuelle. Alors là, effectivement, on est dans une autre pièce de mon studio photo. Et là, on voit déjà une petite partie de l'équipement qui commençait à... Là, je pense que je travaillais sur un storyboard de spot publicitaire. Donc le storyboard, grosso modo, c'est le déroulement en dessin, le déroulement d'une histoire. Voilà. Je vois sur la table des cassettes bêta, donc quelque part de l'autre côté, il devait avoir le magnéto bêta pour lire les cassettes. À l'époque, il n'y avait que des cassettes aussi. Pareil, oui, il y avait des cassettes. Et là, on est encore en 1985 approximativement? Alors là, on est à peu près en 1985. Mon fils n'était pas né. Voilà. Et donc là aussi, c'est une période assez intense parce que... alors peut-être qu'il faudrait faire un petit retour en arrière avant d'arriver là parce que ce qui a fait que j'ai décidé de me lancer dans la vidéo parallèlement à la photo, c'est que j'ai rencontré un autre monsieur qui a énormément compté dans ma vie. C'est monsieur Henri Vigana. Oui, qu'on va retrouver tout à l'heure. Voilà, et qui m'a été présenté d'ailleurs par... C'est pour ça que ces deux personnes-là ont énormément compté pour moi et comptent toujours pour moi. C'est Christian Loiseau qui m'a présenté Henri Vigana. Cela dit, je crois qu'on le voit, Henri Vigana, sur la photo suivante. Je crois qu'il est... oui, voilà. Alors là, on va développer. Je reviens en fait sur Henri Vigana. Donc Henri Vigana qu'on voit là, à côté de toi. Voilà. Il est entre moi et André Kionkion, qui nous a malheureusement quittés récemment. Et donc Henri, qui travaillait à l'époque à RFO, m'avait dit, on a besoin de cadreurs et tout ça, tu fais de la photo depuis des années, donc tu devrais... Bon, je ne connaissais pas grand-chose à une caméra, et donc il m'a mis une caméra dans les pattes, et assez vite, voilà, j'ai fait mon premier reportage qui était nul. Je suis revenu avec des images rouges. J'avais oublié qu'il fallait faire les blancs. Bon, enfin, j'avais pas oublié, je savais même pas. La mise au point qu'on appelle la balance des blancs, en fait. Hein. Voilà, c'est là, voilà. Et donc, j'avais pas fait ça. Et c'était je me souviens, c'était un reportage sur une course c'était de la natation au Carbet. Et donc, je suis revenu, on m'a un peu engueulé parce que les images n'étaient pas bonnes. On m'a redonné un autre sujet. Et puis, à partir du deuxième, tout est allé très, très bien. Et donc Henri, c'est lui qui m'a permis de commencer à travailler avec RFO donc en tant que JRI. Et RFO, d'ailleurs, on va te retrouver justement en train de cadrer pour RFO. Je voulais parler de cette photo qui est importante aussi. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, à un moment, j'ai eu l'occasion de... Alors là, c'est une caméra de plateau. Donc, j'étais pas en reportage parce que je vois le câble derrière. Donc, c'est une caméra de plateau. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il m'arrivait aussi d'être en plateau sur des productions d'RFO.
Voilà. Et puis la carte de presse? Ah ben, la carte de presse, parce que ben, c'est 87, ça fait c'est 35 ans. Oui, j'ai obtenu ma carte de presse parce que je faisais de plus en plus de sujets, donc en tant que JRI, et donc il fallait officialiser les choses, et voilà, j'ai obtenu cette carte de presse, et je n'ai pas demandé de renouvellement depuis, puisque mes activités faisaient que j'avais une activité de chef d'entreprise qui faisait que ça n'était plus compatible. Oui, tout à fait. Oui, parce que Voilà. pour avoir une carte de presse, il faut être salarié en fait Absolument. d'un organisme de presse ou d'une Absolument. société de presse. Alors, tu Alors, voulais qu'on revienne peut-être oui, sur la photo d'avant. Je ne sais pas si David va pouvoir revenir en arrière. David sait tout faire. Voilà. Merci David. Merci David. Et donc, oui, alors les personnes qui sont là, bon, il y a une dame que je connais, mais dont j'ai oublié le nom. Juste à côté d'elle, il y a Gérard Fidelin, photographe. D'ailleurs, c'est lui qui a racheté mon studio Photomax. Et à côté, il y a moi et Henri Vigana et André Kionkion. Et pourquoi j'insiste sur cette photo, c'est que, bon, déjà, on regarde le matériel. Les gens qui font des images aujourd'hui avec leur téléphone portable, ça va leur faire tout drôle de savoir qu'à côté, c'était le magnétoscope. Donc, c'était dans ça qu'on mettait la cassette pour enregistrer ce que la caméra envoyait. Oui, oui. Et ça pesait une tonne. Voilà, donc ça, c'est une photo qui est parue dans France Antilles. Alors, Vigana a eu une bonne idée. Vigana, il faisait plein de choses. En plus d'être à RFO, il faisait plein de choses au niveau associatif. Et là, on avait créé l'association, le CMCAV, le Collectif Martinique de création audiovisuelle. Et Vigana avait une idée à la seconde. Et donc là, l'idée, c'était Multivision Martinique, qui était une espèce de mémoire de l'imagerie. Enfin, c'était prendre des images de l'ensemble de la Martinique et de les stocker. Oui. C'était un peu ça. Et on avait plein d'autres projets dans cette association. Et on n'a pas tout mené à terme, mais on en a fait pas mal. Alors, parmi les projets que vous aviez, il y a eu ce déplacement à New York. Alors, on va le voir juste après, Alors, sur la photo d'après. Voilà, où on te retrouve avec Henri Vigana. Effectivement. Alors, c'est moi qui ai fait la photo, donc je ne suis pas sur la photo. Et donc là, on a, je ne me rappelle plus le prénom, c'est Sélénis Camille Sélénis. Et donc, Jocelyne Grandu. Et le monsieur, c'était le manager de Ray Barreto. Alors, je remercie Camille Sélénis qui nous a dit que ce monsieur s'appelle Landy Soba, producteur de Ray Barreto, qui était un très grand percussionniste à l'époque et chef d'orchestre à l'époque notamment de la Fania All Stars. Voilà. Et donc, l'idée d'Henri, c'était de faire des concerts. Et de faire venir des grandes vedettes, notamment Ray Barreto. Et dans la même période, on a essayé d'avoir Stevie Wonder. Et donc Jocelyne, qui est là, chez qui on était hébergé à New York, nous ouvrait toutes les portes et donc nous a présenté pas mal de producteurs. Et voilà, donc c'est un domaine dans lequel on n'a pas continué, parce que bon, c'était quand même assez pointu. Et donc on a laissé aux spécialistes du spectacle voilà, le soin de faire venir ces différentes personnes. Et durant ce séjour, sur la photo suivante, c'était d'ailleurs sensiblement le même jour, il y avait Mino Sinelu. Ah ben oui, voilà, c'est là que j'ai rencontré Mino Sinelu pour la première fois. Donc c'est dans une pièce à côté, voilà, il me semble, ou c'est un autre jour, je ne me rappelle plus. Voilà, mais bon, c'est un plaisir intense, parce qu'à l'époque, j'étais déjà un peu passionné de jazz et j'écoutais un petit peu ses débuts, ses débuts. Ouais. Ses débuts pour moi, mais pour lui, il n'était pas un débutant parce qu'il travaillait déjà à l'époque avec Miles Davis. Voilà. Mino Sinelu, très grand percussionniste, absolument. Master percussionniste, comme on dit, qui a été notre invité d'ailleurs également dans ces affaires. Alors la photo suivante, c'est un petit peu un tournant, Max, c'est le car régie. Ce fameux car régie dans lequel tu avais investi à l'époque, la société s'appelle Essentiel Production, qui est la première société. Parce que bon, là où tu m'as vu dans l'arrière-boutique de Photomax, bon, on a commencé un peu. Voilà, je voulais parler de mon introduction par Vigana à RFO. Et en fait, c'est de là que les choses sont parties, parce que quand tu vas en reportage, quand tu allais il y a plus d'une quarantaine d'années,
On te voit avec une caméra, tout le monde a besoin de faire des films. Voilà, mon film a fait, mon publicité a fait. Et donc, j'ai eu tellement de demandes à l'époque où j'étais JRI que je me suis dit, là encore, il fallait structurer la chose, il fallait créer une société de production. Et donc, c'est là que Essentiel Production est né. Mais très rapidement, bon, à l'époque, ce n'était pas très compliqué d'obtenir du financement pour acheter du matériel. Donc, on a investi sur pas mal de matériel. Donc, c'est pratiquement une station de télévision mobile qui était là. Et donc, mon principal et le seul client, me semble-t-il, à l'époque, c'était RFO. Donc, RFO ou FR3, ça a changé de nom à plusieurs reprises. Et là, en l'occurrence, sur cette photo du bas, c'était lors de la rencontre Mitterrand-Bush. Mitterrand et Bush-père, en 1991, c'était à l'habitation Clément. Absolument, c'était à l'habitation Clément. Le sommet franco-américain. Exactement, voilà. Donc on était prestataire pour RFO. Ce jour-là, il y avait plusieurs déplacements des deux présidents. Et RFO était avec son car au Méridien, et nous, on était à l'habitation Clément avec le car d'Essentiel. Ça, c'est un événement marquant quand même. C'est un événement marquant. Important aussi pour la renommée d'Essentiel, non? Absolument, et c'est un des événements importants, puisqu'à l'époque, bon, des sociétés de production qui étaient en mesure d'assurer ce genre de prestations, il n'y en avait pas d'autres, donc on était incontournable, et on tournait effectivement beaucoup, puisqu'il y avait de la demande. Voilà. Et comme tu es quelqu'un qui entretient très très bien son matériel, ce car existe encore. Il existe encore toujours. Celui qui te permet de faire, par exemple, de retransmettre les courses hippiques pour Equidia. Absolument. Alors le car, c'est l'habillage, le véhicule existe toujours, oui. Mais tu penses bien que oui, le matériel a changé, quand on a commencé, on était en Betacam, et je me demande même s'il n'y avait pas du BVU, qui est encore plus vieux. Et oui, non, il était en Betacam. Et ben, avec le temps, il est passé en DVCAM, après en numérique, et aujourd'hui, c'est complètement du numérique, quoi. Donc, et c'est vraiment du matériel de pointu qui est dedans. Il n'y a que du matériel 4K, voire 6K, voire 8K pour le mélangeur. Matériel ultra moderne. Mais tu mets toujours la main à la pâte, Max, puisqu'on va te retrouver en train de cadrer là, sur la photo suivante. Oui, je mets toujours, jusqu'à aujourd'hui, je mets la main à la pâte parce que j'aime ça. Et puis, voilà, ça fait des économies pour la boîte, hein, donc il ne faut pas avoir peur de le dire, mais c'est surtout parce que j'aime ça. Là, on est sur quel type de caméra? Ça, c'était du DVCAM, me semble-t il. Oui, c'est du DVCAM. Donc, c'est le début du numérique, voilà, ça, mais c'est du numérique sur bande. Donc, après, on est passé sur du numérique sur carte. Et aujourd'hui, il n'y a que des cartes. Donc, les bandes, ça n'existe plus. On va voir une autre coupure de presse de France Antilles qui évoque une opération qui a été très importante pour Essentiel et ensuite pour la prod. Il y a une équipe de France Télévisions, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Hein, c'était Antenne 2 Non, c'était FR3. FR3. Donc ils venaient régulièrement, chaque année, pour faire une émission qui s'appelait Les Disques d'Or. Et donc ils confiaient à RFO le soin de faire des petits clips, de faire des plateaux. Et il y avait pas mal de vedettes de la chanson française qui venaient. Et donc, on leur faisait des petits clips. RFO ne pouvant pas assurer, parce que c'était sur une période assez longue, en fait, c'était un peu plus d'une semaine. Il y avait une bonne partie du personnel des RFO. On aperçoit notre ami Charlie Montagnac au fond, là, avec son éclairage. Bon, il y en a pas mal d'autres qui ne sont plus là. Et donc, moi, je suis accroupi avec la caméra et ma casquette essentielle sur la tête. Il venait régulièrement et on faisait des petits clips, ou plutôt des chansons filmées. C'est justement là que j'ai eu l'occasion de faire des petites chansons filmées pour Vanessa Paradis, Francis Lalanne, Patrick Bouyel, et plein d'autres. Voilà. Alors, des clips, tu en as fait aussi pour des Martiniquais, oui. Et un peu plus élaborés que les chansons filmées dont tu parles sur les disques d'or. On va voir un premier clip de quelqu'un dont beaucoup de Martiniquais se souviennent, Amédéo Suriam. On regarde un extrait de ce clip et puis on en reparle.
Voilà, un clip d'Amédée Ossuriam. Tu te souviens du morceau? Je me souviens Oui, plus, c'est moi. Tension Hot Shot. Oui, voilà, c'est ça. Tension Hot Shot. Et là, il y avait un vrai scénario, quoi. On a vu une mise en scène, des figurants. Scénario écrit par Amédée Ossuriam, qui était extrêmement exigeant. À l'époque, bon, quand on regarde ça, bon, c'est l'époque d'Essentiel, donc c'est Essentiel Production. Essentiel Production, donc c'est un clip qui a un peu plus de 30 ans. Et donc il y avait pas mal de figurants, il y avait création de décors, tous les chapeaux, les costumes ont été créés pour le clip. Et ça a été dessiné par Amédée Ossuriam. Et donc c'est une époque où, voilà, effectivement, on mettait un peu plus... C'était le début des clips, en fait. On en a tourné effectivement beaucoup. Je crois c'est en centaines que ça se compte. Ça. Et dans celui-ci, dont on va avoir à peu près une minute d'extrait, le clip de Taxi Créole à Fosse Chéché. Entendre nous t'es maman l'école ou déjà commencé par mon gars chaque fois moi t'es agate yo toujours t'es caille douette en poche les nous river pour moyen des moi t'es bien content ouais antifi mais comme t'es grand passé moins ou fait tout pour bouger en les moins à force chercher à force courir à force chercher à force aimer Jodi souvent ou grand là, ou toujours quasi même en panique. C'est juste là pour en miser ou Kaline dit madame Janoa. C'est pas pour dire c'est en beauté, c'est pas pour dire qu'à tout n'est tête. Mais plaisir pour gâter Jano, ou qu'à parler en tête tous les jours. À force chercher, à force courir, à force chercher. Voilà, donc à Fosse Chéché avec Taxi Créole. Ça aussi, c'était voilà, la grande époque de Taxi et une belle époque. Effectivement, bon, c'est un clip qui a une trentaine d'années lui aussi, mais qui est un peu plus récent que Tension Hot Shot. Et effectivement, ça c'est l'un des clips qu'on a tourné pour Taxi, parce qu'on en a tourné pas mal. Et donc, c'est une période que j'ai beaucoup aimée, parce que bon, le fait de réaliser des clips comme ça, et puis d'avoir les moyens, surtout les moyens financiers d'aller au bout de ses idées, bon, ça met à l'aise parce que bon, et on a arrêté justement de faire des clips, je pense que c'est dans les années 2000, parce que justement, ça commençait, les moyens commençaient à être un peu plus limités. Et donc, voilà, on n'arrivait pas à obtenir un accord pour un devis avec l'équipe qu'il faut. Et donc, de plus en plus, les clips se faisaient avec des équipes réduites, parfois avec juste le réalisateur, souvent un étudiant. Et donc, depuis, ça fait des années qu'on n'a pas fait de clip. Et puis, on était à l'époque où il n'y avait pas encore la musique numérique, les chaînes YouTube, etc. Donc, les albums, on les achetait. Et voilà. Et donc, il y avait moyen, effectivement, de rentabiliser les clips, l'argent qu'on mettait sur les clips. Absolument. Les producteurs avaient de l'argent. Mais on a travaillé beaucoup pour Hibiscus Records, pour Ronald Robinel. Il y a eu Jeu de Dames, voilà, on a fait pas mal de clips pour Léa Galva, Valérie Odina. Enfin, il y en a eu vraiment beaucoup. Essentiel Production, qui était ta première société, est devenue ensuite La Prod. Puis oui, Prod. Il n'y a pas de lien entre les deux. Essentiel Production a été, voilà, on a arrêté. Et j'ai repris en fait une société qui faisait de la production pour TCI. Et donc Télé-Caraïbes International, qui avait été lancé par Jean-Claude Astin de Beauville. Et donc, en 93 ou 94 de mémoire. Hein. J'ai une mauvaise mémoire en fait. Et donc, on faisait de la production pour TCI. Et quand TCI s'est arrêté, on a continué l'activité sur la société La Prod. Et aujourd'hui, c'est Prod qui est en fait encore une autre société. Nouvelle entité qui est très proche de Zitata TV, forcément. Ben, c'est un peu normal, voilà. Bon, puisque j'ai toujours cette activité de producteur. Ça nous permet de faire la transition avec la troisième partie, politique. Alors, on va finir l'émission sur Zitata TV, la chaîne sur laquelle on est aujourd'hui, la chaîne sur laquelle vous nous regardez. Mais on va d'abord parler de tes hobbies, Max. Alors, on a déjà parlé un petit peu des voitures de sport, des voitures que tu aimes beaucoup. Et puis là, il y a le sport, en salle de sport, par contre, parce que l'homme s'entretient. Il faut, pour avoir une taille aussi mince. Alors, je m'entretiens beaucoup moins parce que, bon, avec Zitata, tu vois un petit peu comment le rythme qu'on a tous les jours.
Non, effectivement, je suis un passionné de sport, donc je pratique pas mal de sports, le vélo, la course, la natation, le kayak, bon, pas mal de sports. Ben, j'en fais beaucoup moins. Là, j'ai commencé le sport en salle, j'avais un peu plus d'une vingtaine d'années, chez Nubré, après au squat. Ensuite, j'en ai fait aussi chez nos voisins du CrossFit. Ouais. Mais bon, là maintenant, c'est fini, j'ai plus beaucoup de temps d'aller en salle, donc je prends mon kayak et je fais un peu de kayak ou un peu de vélo, ou je vais marcher ou courir de temps en temps. Et puis un autre sport, mais là, un peu plus statique, c'est la cuisine. Ah oui, ça c'est pas du sport. Oui, c'est du sport. C'est du sport quelque part, oui. Ça, c'est une de mes passions, effectivement. Mais c'est d'abord l'audiovisuel qui m'a amené à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on produisait pendant plusieurs années, on a produit l'émission L'eau à la bouche. Ouais. Et donc une émission culinaire qui était diffusée sur RFO pendant une vingtaine d'années. Et donc on était en permanence, j'étais en permanence en relation avec les chefs locaux. Et donc ça a renforcé un petit peu ma passion, qui était déjà là parce que ma grand-mère, ma mère, c'était des passionnés de cuisine. Et donc, voilà, j'ai suivi le mouvement, on va dire. Et ce qu'on peut dire aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en réalité, tu parlais de cette émission de cuisine L'eau à la bouche, mais en fait, la prod et AAProd ont travaillé pour énormément d'entreprises, pour des films documentaires ou des films d'entreprise. Oui, on a fait des films documentaires, des films d'entreprise, mais on a surtout fait des émissions de télé. C'était ça le corps de métier de... les quelques films documentaires qu'on a réalisés, c'était surtout des films de commande. Ou même des fictions qu'on a des courts-métrages, c'était d'abord des films de commande. Mais le gros de l'activité, c'était produire des émissions. Déjà des émissions de télévision. C'était des émissions de cette émission sur le sport automobile sur les... Oh, on a commencé très tôt. Ma première émission de sport automobile, c'était sur RFO, c'était avec Alain Desroques. Et soit ça s'appelait soit Échappement, ou vous avez un nom comme ça voilà, Échappement, c'était sur RFO. Et bien plus tard, sur ATV, il y a eu Mécanique, que beaucoup de gens de notre génération ont connu. On a fait aussi, toujours sur ATV, on a fait C'est Fun. On a fait Au Ciné, il y a eu pas mal. Et bien un petit peu plus tard, on a fait d'autres émissions sur le jardinage. On a fait une émission sur... il y en a pas mal. Sur RFO, pareil, on a fait les émissions sur les éleveurs. C'était en partenariat avec la MIV. Donc on présentait les éleveurs, leur travail, leur implication dans la vie de notre pays. Voilà, donc c'était des portraits. Et des émissions, là aussi, il y en a eu beaucoup. Alors, pour finir avec cette photo et nous mettre l'eau à la bouche, quel est ton plat, le plat que tu cuisines de préférence, que tu aimes cuisiner? Je pense que tu as questionné du monde. On a dû te dire que c'est le lambi. Et effectivement, c'est mon... Là, il y a des coquillages d'ailleurs sur le... Alors, est-ce que c'était pas... Oui, c'est peut-être des du lambi, coquillages, je me rappelle. Non, c'est pas du lambi, je ne pense pas. Non, le lambi est plus... Ouais, mais je ne sais plus ce que je faisais. Là, il y avait peut-être plusieurs préparations en même temps. Là, je devais faire des acras ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, la photo suivante va nous permettre de faire la transition avec Zitata TV. Ce sont des petites phrases qu'on va voir inscrites derrière toi. C'est écrit en anglais. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Et puis l'autre, alors c'est les grandes choses en fait arrivent quand on sort de sa zone de confort. Absolument. Mais ça me caractérise tout à fait parce que alors ce sont des tableaux qui ont été achetés par Flore et qui a fait la déco de Zitata dans son ensemble. Et parce qu'elle a trouvé que ces choses-là me ressemblaient beaucoup. Effectivement. J'ai jamais eu peur de me lancer. J'ai créé plusieurs entreprises. J'ai pas eu peur d'investir. Donc, quand tout le monde pensait qu'un car régie, ça n'allait jamais être amorti, et je l'ai fait. Et donc, je me suis toujours lancé dans l'inconnu. Et donc, du coup, sortir de ma zone de confort. Parce que j'aurais pu me contenter d'être photographe, voilà, mais non. Et donc, il y a eu ce défi, le défi Zitata, que tu as lancé notamment avec Mehdi, qu'on va retrouver avec toi en photo sur la photo suivante. Alors, Mehdi, donc ton fils, c'est difficile de dire le contraire, vu la ressemblance entre vous deux. Alors, je précise aussi que Zitata, c'est une entreprise familiale.
on a entendu plein de choses sur l'origine. Voilà. Et Zitata, c'est une entreprise familiale, avec mes 3 enfants. Donc, il y a mes 3 enfants et moi-même. Donc, il n'y a pas d'autres associés pour l'instant. Pourquoi ce projet, puisque tu nous as expliqué un petit peu tout à l'heure que tu as eu l'impression que c'était le bon moment, mais voilà, au point de se lancer avec les risques que ça peut comporter de créer une chaîne de télévision, les besoins financiers que ça représente? Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui après Covid. C'est un autre monde, c'est une autre vie, mais complètement. Et donc, avant Covid, j'étais d'un enthousiasme sans limite je pensais que tout était possible. Oui, parce que le projet date de 2019 et la fréquence, tu l'as obtenue très rapidement, en début 2020, et il fallait démarrer le 1er mai 2020. Absolument. On a répondu à cet appel à candidature du CSA, à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOP. Et donc, on a remporté cet appel à candidature, et donc, on était super enthousiastes. Donc, on a commencé une fois qu'on est rentré, on a commencé à constituer l'équipe et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. On mettait tout en place, on commençait à tourner même déjà des émissions pour les mettre là en attendant. Et quand le Covid est arrivé, on a fait la demande au CSA d'avoir la possibilité de reporter le lancement à 2022, chose qui nous a été refusée. D'où cette espèce d'empressement de faire des programmes. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas eu le temps de finir avant de lancer. Et donc, jusqu'à aujourd'hui encore, on est là un peu dans l'urgence à produire des programmes pour qu'on donne aux téléspectateurs une chaîne, même si les choses ne se sont pas faites comme prévu, pour que les téléspectateurs soient contents. Et je pense, avec les retours que j'ai, qu'on va y arriver, qu'on est sur la bonne voie. Et une chaîne très pointue techniquement, enfin à la pointe, je dirais, de la technologie actuelle, moderne de la télévision. Mehdi en sait quelque chose, parce que lui vient du groupe iTélé Canal+. Oui, alors Mehdi, il a des exigences. Bon, personnellement, je suis moi aussi assez pointu sur le matériel, mais Mehdi, c'est pire, parce que, bon, effectivement, l'environnement dans lequel il a vécu, et il a commencé sa vie professionnelle, il est resté près de 10 ans dans le groupe Canal+. Et donc, voilà, les moyens techniques qu'on mettait à sa disposition étaient assez intéressants. Et donc, quand on a commencé à voir quel matériel on mettrait sur la chaîne Zitata, bien évidemment, alors, il ne faut pas croire que c'est du matériel extrêmement coûteux. Mehdi, il a la capacité de faire le bon compromis entre le matériel très performant et pas trop coûteux. Donc, voilà, il développe la chaîne au niveau technique dans ce sens-là. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a beaucoup encouragé aussi à lancer cette chaîne. On va la voir en photo. C'est Flore, que tu as évoqué rapidement tout à l'heure. Ah oui, c'est Flore, ma compagne. Le nom Zitata vient d'elle. Pendant la période où on montait le projet, j'avais donné un nom puisqu'il fallait créer une société avant de déposer le projet au CSA. Donc, j'ai créé, la société s'appelait Martinique Télévision, mais je cherchais un nom d'enseigne. Et on a cherché, et on ne voulait pas vraiment un nom avec 3 lettres. Et on s'est creusé la tête, on a trouvé plein de noms intéressants, mais quand on cherchait sur Internet, ils étaient pratiquement tous pris. Et donc, un jour, comme ça, voilà, je suis en train de travailler, Flore est à côté, elle me dit « Qu'est-ce que tu penses de Zitata ?» Et c'est quoi Zitata, ma chérie? Bon, comme elle n'a pas toujours vécu en Martinique, donc elle avait un doute et elle me dit c'est quoi un Zitata? Et je lui dis si c'est pour la télé, oublie ça, parce que Zitata, je me souviens, quand j'étais petit, c'était pas l'emmerdeur, mais un un turbulent, quelqu'un qui veut tout savoir, qui pose toujours des questions et tout ça. Et donc je lui dis mais ça, c'est pas une image intéressante pour une chaîne de télévision. Donc on a oublié ça. Et puis, moins de mois après, j'étais à la veille de déposer, de confirmer le nom au CSA, donc pour déposer mon projet. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de Zitata? C'est moi qui lui dis, qu'est-ce que tu penses de Zitata? Et il me dit, mais tu te fous de moi, quoi. Mais je t'ai proposé ça il y a quelque temps, tu m'as envoyé balader, tout ça. Et j'ai dit, mais plus je relis le dossier, plus je relis le projet, plus je vois comment on va procéder et les domaines dans lesquels on va aller, et comment on va le faire, on sera des Zitata.
Et donc, j'ai validé tout de suite Le le nom a nom été Zitata. adopté. Il a été adopté au Alors CSA. c'est vrai que parfois ça fait sourire, mais on peut dire qu'aujourd'hui, sans prétention, le nom est vraiment entré dans la, Oui. dans l'esprit, je dirais, des téléspectateurs et de tous ceux qui connaissent la chaîne et que Alors, on n'a plus droit à la question pourquoi non. Zitata. Alors, c'est vrai Pratiquement qu'il y a encore des gens qui posent la question. C'est vrai que beaucoup de grands penseurs nous ont posé la question, ah oui, pourquoi Zitata, c'est pas bien, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir créé de créer cette communauté de Zitata et de pouvoir appeler nos téléspectateurs les Zitata, ce que peu de chaînes sont en mesure de faire. Et puis on précise, mesdames et messieurs, que ce n'est pas Zitata, il n'y a pas le Zizi, hein, Non, non, c'est c'est Zitata Zitata. TV. Voilà. Pour continuer sur Flore, ce qui est important de savoir, c'est que bon, elle nous a rejoint à la base pour s'occuper de la régie publicitaire, sauf que elle s'est rendue compte qu'il y avait un travail bien plus profond à faire. Un gros travail de coordination, mais surtout de développement de la chaîne. Donc elle travaille surtout au développement de la chaîne. Et tu parlais à l'instant de la publicité, parce que c'est la publicité qui en grande partie, nous fait vivre. Il y avait cette réunion d'agence, alors c'était là aussi avant le Covid, qu'on va voir sur la photo, où tu avais réuni un certain nombre d'agences. Alors, ce n'est pas des agences pas forcément de pub, des agences. C'était des producteurs, en fait, c'est les producteurs locaux. Parce que le slogan de Zitata, c'est créateur de proximité et créateur au pluriel. Cette chaîne, je ne l'imagine pas sans la production locale. Donc, c'est de la production locale essentiellement. Et donc, il a fallu que je développe le projet aux producteurs locaux. Et voilà, donc pour l'instant, il y a un certain nombre de projets qui ont déjà abouti, d'autres qui sont en cours. Et voilà. Et puis on parlait tout à l'heure du matériel, quand on t'a vu en photo avec Mehdi et avec cette caméra, il y a aussi le plateau dans lequel nous sommes. David va nous faire un plan large. C'est rien d'extraordinaire, c'est un plateau, on va dire que bon, effectivement, il est peut-être un petit peu plus grand que d'autres, il est peut-être un petit peu mieux outillé que d'autres, parce que là encore, on a trouvé le bon compromis. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout notre matériel est polyvalent. La même caméra que tu vois sur le plateau, elle peut se transformer en caméra de reportage. Voilà, donc c'est que du matériel polyvalent. Et du matériel automatisé aussi. Ça veut dire qu'on peut piloter depuis la régie. Alors, pas cette caméra-là, mais d'autres caméras. La plupart des caméras du plateau toutes les caméras du plateau sont pilotées depuis la régie. Ce qu'elles ont de plus, nos caméras, c'est que non seulement elles sont pilotées, mais elles sont d'une qualité 4K. Oui, voilà. Les caméras sont en 4K, ce qui donne la qualité d'image qu'on a aussi. Alors, ça ne se voit pas toujours parce qu'il y a souvent des filtres, entre guillemets. Effectivement, notre qualité de production, elle est vraiment au top. On produit tout en 4K. Même les reportages que nous faisons sont en 4K. Sauf que les distributeurs, donc ceux qui diffusent notre image, bon, c'est nous les diffuseurs, mais les distributeurs, c'est Orange, SFR, Canal, ne diffusent pas en 4K. Donc aujourd'hui, pas encore. Pas encore. Donc il n'y a que SFR qui nous diffuse en HD et la TNT. Nous sommes toujours en SD. On devrait passer en HD sous peu. Et j'espère que les autres distributeurs vont emboîter le pas pour nous donner une qualité de diffusion qui soit à la hauteur de ce que nous produisons. Alors Zitata TV, c'est une petite équipe. Alors on dit plus trop le TV. Hein. Zitata, c'est une petite équipe aujourd'hui, très unie, qui travaille beaucoup. et on essaie effectivement de proposer en fait, aux téléspectateurs une variété d'images, mais qui concerne avant tout la Martinique, les Antilles-Guyane. Notamment pas mal de documentaires avec quelques partenaires. L'objectif principal, c'est de divertir la population. Donc voilà. Mais on n'exclut pas, et c'est même devenu notre priorité, c'est d'informer, je ne trouve pas le terme, mais je vais dire éduquer, parce qu'on estime que dans les documentaires, il y a plein de choses à apprendre. Donc, au-delà des documentaires, il y a des magazines, donc on a des concerts. Enfin, bref, on a des programmes qui sont là pour accompagner. Et voilà, et permettre aux... Alors, je ne vais pas développer, sauf si on a le temps, tous les programmes. On n'aura pas le temps parce qu'on a débordé. Voilà. David m'a déjà relancé. Là. Désolé. Donc, voilà. Même pour le directeur d'Itata, on ne peut pas trop déborder. Voilà, désolé. Donc, tous les programmes sont là pour que les gens apprennent systématiquement quelque chose. Et c'est ce qui nous revient. Les gens nous disent, dès que je tombe sur Zitata,
ça le plus souvent par hasard, je reste dessus parce que c'est un programme intéressant dans lequel j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre sur Zitata en 2023 ? Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs ont remarqué, tous les mois, on a un nouveau programme. Et donc, on va continuer à ce rythme-là. Donc, régulièrement, au minimum, un programme nouveau tous les mois. Il y a eu récemment l'émission Check One avec, Voilà, sur la communication digitale, grosso voilà, modo, donc on a lancé avec un groupe de jeunes très dynamique. Voilà. Donc, on a d'autres programmes avec les jeunes, on a d'autres programmes qui vont concerner les femmes, mais pas. Voilà. Donc, en plus du programme Femmes de Barbara Jaeli, qui est un excellent programme qui est très apprécié. Et puis, on n'oublie pas une de nos toutes premières émissions, À Contretemps, avec Gérard Darling-Carter et tous ses chroniqueurs, voilà, qu'on remercie chaleureusement. Alors, je ne parle pas de César Fennou, puisque bon... César Fennou, écoutez ça, voilà, écoutez ça, on va renforcer les directs. On aura d'autres émissions sportives, d'autres émissions dans pas mal de domaines, donc d'autres magazines qui vont voir le jour, bref, on ne va pas tout dévoiler, mais on aura le temps de développer. Voilà, bon, donc Zitata est là pour longtemps, Max. Zitata est là pour très longtemps. Aussi longtemps que les téléspectateurs le voudront. Absolument. J'en profite pour remercier tous les Zitata, qu'ils soient de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, parce qu'on est vu sur tout le bassin. Et bien au-delà. Et bien au-delà, avec nos différents distributeurs. Et pour leur souhaiter à tous une bonne année, donc une bonne santé et un bon visionnage sur Zitata. Merci beaucoup Max Monrose, directeur et fondateur de Zitata TV. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Zitata pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.